Bonjour Maurice. Bonjour Victor. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on discute de quelque chose qu'on entend très souvent et la plupart du temps à tort, c'est les hypoglycémies. Alors on a tous autour de nous, même en dehors de l'exercice médical, rencontré des gens qui, quand ils se sentent pas bien, disent qu'ils font une hypoglycémie et vite se ruent sur un mets sucré, un jus de fruits ou un bonbon pour arrêter cette fameuse hypoglycémie et après ils se sentent mieux. Alors tout d'abord Boris, je voudrais que tu m'expliques précisément ce qu'est une hypoglycémie. L'hypoglycémie, par définition, c'est une diminution de la glycémie, ce qui va entraîner des symptômes. La glycémie, c'est la valeur de notre sucre, qui est le glucose dans le sang. On devrait plutôt parler d'ailleurs de glucosémie, mais bon, c'est comme ça qu'on l'appelle traditionnellement, la glycémie. Et donc, ces symptômes vont, s'ils ne sont pas traités, jusqu'à la mort. Alors comment diagnostique-t-on une hypoglycémie? Pour diagnostiquer une hypoglycémie, il y a deux critères, des critères biologiques de la prise de sang et les critères cliniques, c'est-à-dire les symptômes. Et donc il faut qu'il y ait les deux, c'est-à-dire d'une part une glycémie qui soit abaissée, qui soit même très abaissée, donc dans la prise de sang, ou au moins au bout du doigt, et qu'il y ait des symptômes dont on a dit qu'ils allaient jusqu'à la mort. En pratique, néanmoins, souvent on se contente uniquement de la valeur dans la prise de sang, et on dit « Ah oui, votre glycémie est un peu basse, oula, vous nous faites un peu une hypo », alors qu'il n'y a pas forcément de symptômes, ou alors des symptômes qui ne sont pas habituellement rencontrés dans le cadre d'une hypoglycémie. Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus au niveau des valeurs qui sont utilisées pour définir une hypoglycémie biologique? Alors les valeurs dépendent un peu des laboratoires, mais il y a une espèce de consensus quand même pour distinguer trois cas de figure. D'une part, le nouveau-né. Deuxièmement, donc l'adulte en bonne santé ou en tout cas non diabétique, et enfin le diabétique. Alors le diabétique, c'est vrai que c'est un cas un peu compliqué parce que on parle du diabétique sous insuline, hein, donc soit le diabétique de type 1 chez qui il manque de l'insuline et donc qui se traite avec de l'insuline, de même que quelqu'un qui aurait une hypothyroïdie prendrait des hormones thyroïdiennes, hein, on vient supplémenter. Mais ça peut être aussi certains diabétiques de type 2 qui, hélas, sont traités par insuline. Voilà. Donc, dans tous les cas, chez le diabétique, c'est plus compliqué, d'autant qu'il y a des dérèglements hormonaux, notamment chez le diabétique de type 2, avec un métabolisme très perturbé. Quoi qu'il en soit, en l'absence de symptômes, ça c'est très important, chez le nouveau-né, on va parler d'hypoglycémie pour une glycémie qui sera inférieure à 0,40 g par litre de glucose. Pour l'adulte, on va dire non diabétique, cette valeur sera à 0,50 g par litre et chez le sujet diabétique, on s'autorise jusqu'à 0,70 g par litre. Bon, attention, cela est quand même très, très théorique. Oui, donc on est quand même très loin du 1 g par litre où quand les gens se rendent compte qu'ils sont en dessous du 1 g par litre, ils disent qu'ils sont en hypoglycémie. En fait, c'est quasiment la moitié chez l'adulte, c'est 0,5 comme tu disais. Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la différence entre hypoglycémie aiguë et hypoglycémie chronique? C'est-à-dire qu'effectivement, chez certaines personnes, il va y avoir une glycémie basse, mais qui a toujours été très basse, et même éventuellement liée à des problèmes de santé, hein, une hypersécrétion d'insuline, etc., liée à une tumeur qu'on appelle un insulinome. Bon. Si c'est des choses qui arrivent sur la durée, progressivement, qui sont chroniques, en général, c'est bien mieux toléré. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, il n'y ait pas l'apparition de symptômes, mais en tout cas, en général, c'est quand même bien moins bruyant comme symptôme. En revanche, lorsque c'est brutal, même pour des valeurs éventuellement plus normales, relativement parlant, il peut y avoir des symptômes. Hein. Donc, toute modification dans notre homéostasie, comme on l'appelle, dans notre physiologie, toute manifestation aiguë, en général, est bien plus mal tolérée. C'est ce qu'on observe. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelles sont les vraies conséquences des hypoglycémies? Les vraies conséquences des vraies hypoglycémies. Alors, il y a des symptômes qui sont des symptômes assez généraux, sensation un peu de fatigue, de vertige, de lenteur, sensation de malaise au sens commun du terme, pas au sens médical. Hein. Je me sens pas à mon aise, pas très bien. Bon, voilà, ça c'est des signes totalement non spécifiques qu'on peut retrouver dans presque tous les problèmes médicaux, quand on est fatigué, quand on a passé une mauvaise nuit, qu'on est stressé, etc. Bref, donc ça on ne peut pas en faire grand-chose en pratique. Et d'ailleurs il ne faut pas s'arrêter là, parce que sinon on va se tromper. Et justement on va prendre du sucre par exemple à tort. En revanche, il y a des symptômes qui sont assez courants, et voire même
habituels dans le cadre d'une vraie hypoglycémie. Et ces symptômes, alors il y a des symptômes neurologiques typiquement, et c'est pour ça que lorsque les gens font un déficit, par exemple une paralysie d'un bras, des troubles de l'élocution, ce qu'on appelle une aphasie, ils ne peuvent plus parler par exemple, sans rentrer dans les détails, qui vont éventuellement évoquer un AVC, on va systématiquement, en urgence, faire, alors en veineux, mais déjà au moins au bout du doigt, tout de suite une glycémie capillaire pour vérifier que ce n'est pas une hypoglycémie. Dans la pratique, hélas, c'est rarement le cas, mais ça peut arriver, et donc ça peut mimer n'importe quel symptôme d'AVC, déjà. Deuxièmement, dans les symptômes courants de l'hypoglycémie, c'est toujours des symptômes plus ou moins neurologiques d'ailleurs, on retrouve volontiers une confusion mentale, donc c'est une désorientation dans le temps et dans l'espace avec des fluctuations de vigilance et de l'état, un coup normal, un coup très perturbé. Il peut y avoir différentes douleurs, éventuellement des douleurs abdominales très très intenses, mais qui ne sont pas du tout spécifiques de l'hypoglycémie. Et puis après, il y a la survenue de crises convulsives, donc une sorte d'épilepsie, mais induite par l'hypoglycémie. Et enfin, un coma, et qui aboutit systématiquement à la mort si cette hypoglycémie est suffisamment sévère et qu'elle n'est pas traitée. Ok, oui, donc ça peut quand même aller très loin, comme tu viens de nous le dire. D'ailleurs, aux urgences, devant tout coma ou trouble neurologique, la première chose qu'on fait, c'est une glycémie, parce que c'est la cause à éliminer le plus rapidement et une des plus simples à diagnostiquer devant un trouble neurologique. C'est ça, c'est à la fois une urgence, parce que vraiment, après, ça va se gâter, il va y avoir des séquelles neurologiques très lourdes, et on a dit, ça peut aller jusqu'au décès, donc c'est vraiment une urgence. Et deuxièmement, ça se guérit comme ça, le temps de perfuser avec du glucose, avec certaines précautions, mais voilà, et donc on va retrouver un état normal, ou à peu près normal, en l'espace de quelques minutes, c'est vrai, c'est impressionnant. Alors, quelles sont les causes les plus courantes des vraies hypoglycémies ? Alors tout d'abord, je pense les plus fréquentes, c'est les causes qu'on appelle iatrogènes. Iatrogènes, en gros, c'est les effets indésirables liés à l'utilisation des médicaments. Et donc l'insuline. Imaginez un diabétique sous insuline, que ce soit un diabète de type 1 ou hélas un diabète de type 2 à qui on aurait prescrit de l'insuline. S'il se trompe dans les doses, évidemment, il y a un excès d'insuline, donc ça va entraîner une hypoglycémie, ça c'est très clair. Il y a d'autres médicaments antidiabétiques qui vont de près ou de loin stimuler la sécrétion d'insuline et qui donc vont mimer quelque part une injection d'insuline et donc peuvent entraîner des hypoglycémies de cette façon-là. Il y a aussi, toujours chez le diabétique sous insuline ou sous médicament qui va faire sécréter de l'insuline, s'il modifie son mode de vie, qui d'un coup va faire, par exemple, un gros effort physique sans avoir adapté son insuline, ou changer radicalement son régime alimentaire, passer en régime cétogène d'un coup sans avoir adapté son insuline, ou qui consomme de l'alcool alors qu'il ne le fait pas d'habitude, bref, tout changement qui peut retentir sur le métabolisme, et donc entraîner quand même une hyperinsulinémie relative, va être à même d'entraîner une hypoglycémie, une vraie hypoglycémie. Il y a la consommation d'alcool, alors ce n'est pas la consommation chronique au quotidien, là pour le coup c'est la consommation massive, donc c'est des états d'ingestion massive d'alcool qui peuvent effectivement, et qui sont d'ailleurs même une cause assez habituelle des hypoglycémies. Il y a des causes endocriniennes, soit par diminution de la néoglucogénèse, donc vous savez, lorsqu'on a la chance de pouvoir déstocker un peu nos graisses et utiliser certaines protéines pour maintenir une glycémie à une valeur normale, si ces hormones ne fonctionnent pas, comme par exemple des hormones thyroïdiennes, dans le cas d'une hypothyroïdie, ça peut mener à une hypoglycémie dans certaines conditions. Et inversement, on peut avoir toujours des maladies endocriniennes, notamment des tumeurs, qui sont des tumeurs donc, de zones particulières du pancréas, des zones à insuline, de ces petits îlots qu'on appelle des insulinomes. Et donc ces tumeurs entraînent des sécrétions très importantes d'insuline, ce qui reviendrait quasiment à s'injecter du coup de l'insuline, et donc qui vont entraîner des hypoglycémies. Il y a les infections sévères. Quand je dis sévères, ce n'est pas une bronchite, des infections sévères notamment en réanimation, donc proches de ce qu'on appelle le choc septique, donc avec souvent des états de coma qui peuvent être à même de provoquer des hypoglycémies assez profondes. Et d'ailleurs, c'est surveillé habituellement, bien sûr, en soins intensifs et en réanimation. Et enfin, un cas, mais à part, parce que c'est des hypoglycémies qui sont
très légères et qui n'entraînent pas ces symptômes-là, c'est des hypoglycémies momentanées. C'est ce qu'on appelle l'hyperréactivité pancréatique et on parle d'hypoglycémie fonctionnelle. En fait, fonctionnelle dans le sens où il n'y a pas de lésion d'un organe plus que ça, du moins le croyait-on. Et en fait, ça c'est le témoignage d'une sécrétion chronique trop importante d'insuline, d'hyperinsulinémie chronique, qu'on appelle l'hyperinsulinisme. On en parle souvent chez Sequoia Santé parce que c'est une des causes majeures de maladies cardiovasculaires, de diabète bien entendu, et d'ailleurs en fait c'est une forme déjà de diabète ou de prédiabète, et ça entraîne tout un tas de maladies de cancer, de maladies neurodégénératives, etc. Et donc, cet hyperinsulinisme, un de ces symptômes, ça peut être justement le fait de consommer quelque chose de très sucré et avoir, 1 heure après par exemple, ou éventuellement 2 heures après, lorsqu'il y a eu la fin du pic d'insuline, paf, une petite hypoglycémie qui d'ailleurs va participer à de défunts et à remanger toujours plus de sucre. Ok, oui, donc on voit que en dehors des effets secondaires des médicaments chez les diabétiques, en fait, les causes d'hypoglycémie, c'est quand même des causes assez rares et très sérieuses et pas du tout qu'on rencontre dans la vie courante. Oui, pas du tout, oui. Alors qu'est-ce qu'on peut répondre aux gens qui ne sont pas diabétiques et qui se ruent sur le sucre dès qu'ils se sentent un petit peu fatigués ou qu'ils se sentent pas bien en invoquant l'hypoglycémie? Oui, c'est sûr que en plus c'est un vrai problème parce que ça va amplifier ça peut potentiellement aggraver les choses si c'était une petite hypoglycémie fonctionnelle. Donc déjà, connaître les symptômes de l'hypoglycémie, donc on a dit des troubles neurologiques, une confusion, bref, enfin, des choses vraiment assez flagrantes tout de même. Et donc tant qu'on a un petit vertige ou qu'on n'est pas bien, ne pas imaginer que c'est d'emblée une hypoglycémie. Et si jamais on veut aller plus loin, et c'est tout à fait légitime, attention, alors dans ce cas, on documente les choses, on ne reste pas sur une suspicion, on cherche la preuve, au moins avec une glycémie capillaire, vous savez, on se pique avec une petite goutte de sang, on met sur la petite bandelette du lecteur, ou alors, mieux encore, une prise de sang veineuse, et on vérifie. Et si, lorsqu'on a ce genre de symptômes, et qu'on a à ce moment-là une valeur qui est une valeur supérieure aux normes dont on a parlé tout à l'heure, alors non, ce n'est pas une hypoglycémie, c'est une sensation vague de malaise au sens commun du terme, qui n'a rien à voir. Ça, je crois que c'est vraiment le point essentiel à avoir en tête pour éviter justement de porter l'étiquette d'hypoglycémie, alors qu'en fait, ça n'est pas du tout ça. Deuxièmement, je pense qu'il faut avoir en tête que le fait de se, entre guillemets, resucrer, c'est-à-dire en fait de se sucrer, de manger du sucre d'une façon ou d'une autre, c'est forcément agréable. Pourquoi? Parce que d'une part, il y a un effet rail de coke, pour de bon, effet rail de cocaïne. On a pu montrer dans des études en PET scan cérébral que les circuits de la récompense sont activés de la même façon lorsque les gens prennent un rail de cocaïne ou lorsqu'ils prennent quelque chose de sucré, un shoot de sucre. C'est la même chose. Et d'ailleurs, c'est connu depuis longtemps sur d'autres aspects, mais ça, c'est des neurosciences récentes. Donc, il y a un effet de bien-être immédiat et évident, donc c'est normal que de se sucrer apporte une sensation plaisante. Deuxièmement, le fait de se sucrer va aider les non-céto-adaptés. Je veux dire par là que notre carburant principal n'est pas censé être le sucre, c'est plutôt un carburant secondaire. On a assez peu de calories, entre guillemets, même si on n'aime pas trop parler en calories, chez Sequoia Santé, classiquement moins de 2000 et encore chez les très grands sportifs qui stockent beaucoup de glycogène, donc ces calories sous forme de sucre. En réalité, l'essentiel de notre pool, de notre réservoir de calories, plus de 40 000, c'est des calories qui sont sous forme de graisse. Bref, notre réserve énergétique, elle est censée être graisseuse et bien plus que sucrée. Mais ça ne veut pas dire que le sucre ne nous serve pas dans des cas d'urgence, ça c'est autre chose. Et donc, au final, lorsqu'on a trafiquer ce métabolisme tel qu'on le fait aujourd'hui en mangeant du sucre tout le temps et donc en arrêtant complètement le métabolisme des graisses, dont la cétogénèse, mais il n'y a pas que la cétogénèse, eh bien, lorsqu'on arrive un petit peu à, pas en épuisement, parce qu'on n'y arrive jamais tout à fait, mais lorsque on diminue le niveau de notre réserve en sucre et qu'on commence à taper dans les graisses, ça nécessite une adaptation qu'on appelle parfois céto-adaptation. Alors en fait, c'est pas que céto-adaptation, il y a d'autres adaptations. Mais en gros, cette céto-adaptation,
elle se fait au prix d'une certaine fatigue pendant quelques jours. On se sent un peu moins bien, un peu moins en forme, etc. Et donc le fait de maintenir toujours du sucre, eh bien, peut maintenir artificiellement un métabolisme du sucre, exactement comme le font certains marathoniens qui voudraient ne fonctionner que sur du sucre, alors que normalement ils fonctionnent surtout sur de la graisse, en prenant du sucre en permanence tout le long du marathon. C'est exactement le même principe. Et troisième et dernier point, pensez à l'hypoglycémie fonctionnelle. Donc c'est une hypoglycémie qui est très faible, qui n'est pas dangereuse, qui n'est pas la vraie grosse hypoglycémie dont on parle aujourd'hui. Cette petite hypoglycémie fonctionnelle, elle est la conséquence d'une consommation de sucre. Donc surtout ne pas reprendre de sucre derrière, puisqu'on va aboutir au même résultat tout en amplifiant le phénomène, puisque, comme on l'a dit, elle est liée déjà à des taux d'insuline trop élevés parce qu'il y a une consommation de sucre trop importante depuis trop longtemps. Merci beaucoup pour tes lumières, Boris. Donc on se rend bien compte que la plupart des petits malaises que les gens font et qu'ils décrivent comme des hypoglycémies n'en sont en fait pas du tout. Alors il peut y avoir dans le comportement des médecins des choses qui induisent les gens en erreur et qui les conduisent à penser qu'ils peuvent faire des hypoglycémies à tout moment. C'est vrai que nous en médecine, quand un patient arrive pour un trouble neurologique ou un malaise inexpliqué, la première chose qu'on fait c'est une glycémie. Parce qu'il faut éliminer l'hypoglycémie tout de suite. Et c'est vrai, quand un patient arrive aux urgences ou en consultation, on n'a pas forcément toute son histoire derrière. Et donc, plutôt que de grands discours et de consulter tout le dossier, on fait une glycémie au doigt, tout de suite. Et voilà, c'est systématique. Et c'est vrai que peut-être que ce comportement chez les médecins a pu induire les gens à penser que, en fait, ils faisaient peut-être une hypoglycémie à chaque fois qu'ils se sentaient un peu fatigués ou qu'ils se sentaient pas très bien. Donc rassurez-vous, la prochaine fois que vous êtes un peu fatigué, vous sentez une baisse de tension, que vous avez envie de vous asseoir, ce n'est probablement pas une hypoglycémie. Donc il ne faut pas se ruer immédiatement sur du sucre. Surtout pas. Alors bien sûr, comme on l'a vu, les gens qui sont diabétiques et qui prennent des traitements hypoglycémiants ou de l'insuline, c'est un cas à part. Et avec les traitements, on peut avoir des authentiques hypoglycémies, mais en général ces gens-là sont très bien avertis par leur médecin, mais ce n'est pas le cas de la majorité des gens. Donc, si vous n'êtes pas diabétique, pas de panique et donc pas de sucre. Boris, merci beaucoup pour toutes tes explications. Merci Victor. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site sequoiasanté.com. Vous pourrez y trouver un e-book que nous avons co-rédigé avec Boris sur les thématiques de la longévité et également vous y abonner à notre newsletter. Sur ce, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Prenez soin de vous, à bientôt.